Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. On Monday, I make during the opening session, I spoke in English because I was speaking on behalf of Science Europe. Today, I will speak French since I'm as President and CEO of the French National Research Agency. Tout d'abord, difficile d'exprimer par des mots, comme vous, je pense, qu'on a pu ressentir il y a quelques instants avec ce qui était absolument merveilleux et pas facile de passer après ce moment absolument exceptionnel, mais je vais m'efforcer quand même de revenir back to work. Et donc, d'une part, je tiens à m'exprimer en français parce que le multilinguisme pour l'Agence nationale de la recherche est une priorité. Nous sommes fortement investis. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer le travail des interprètes sans qui le multilinguisme ne trouverait pas les capacités de s'exprimer. Donc un grand merci aux interprètes qui sont souvent derrière une vitre et qu'on oublie un peu. Là, ils ne sont pas derrière une vitre, mais merci pour votre travail. Alors je disais lundi aussi en ouverture que ce sommet était important pour la science. Et après ces 2 journées, j'en suis d'autant plus convaincu. Nous vivons, très honnêtement, un moment important. Établir un dialogue est essentiel pour se comprendre, s'enrichir mutuellement. Alors, je vais commencer par quelques mots sur l'Agence nationale de la recherche et la façon dont nous mettons en place une politique de sciences ouvertes. L'Agence nationale de la recherche est l'agence de financement de la recherche en France. Nous couvrons tous les domaines scientifiques, sciences humaines et sociales, sciences et technologies, biologie, donc tous les champs de la science, avec une logique de totale liberté laissée aux scientifiques et un soutien important aussi chaque année à des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses pour leur permettre de monter leur équipe de recherche. Alors je ne sais pas s'il y a un boîtier, voilà, pardon. Et donc je commencerai par vous présenter où nous en sommes. Ensuite, quelques rappels du plan d'action Diamant et de la conférence de Zadar et l'ouverture de ce moment tout aussi important. Ariana a rappelé hier le cheminement de 20 ans pour Redalic, entre 2003, l'ouverture avec, si je me souviens bien, une science qui ne se voit pas, n'existe pas, à 2023, l'organisation, la capacité d'organiser la diffusion d'un bien commun, le passage à l'ouverture au bien commun. Alors j'avais dû vous dire un peu où nous en sommes, nous, dans cette démarche, dans ce long cheminement. Notre histoire est plus récente. Il y a eu bien évidemment des démarches de chercheurs importantes, de scientifiques, depuis la déclaration de Berlin en 2003 jusqu'à l'appel de Jussieu en 2017 sur la biodiversité, mais sans que ces initiatives, ces démarches trouvent véritablement une grande écoute au sein des institutions. Un point important, un élément marquant en France a été, en 2016, une loi, la loi pour une république numérique, qui couvre de nombreux domaines et qui crée l'obligation pour les institutions publiques, toutes les institutions publiques, de communiquer gratuitement en ligne leurs bases de données. Et l'un des articles de cette loi, l'article 30, porte spécifiquement sur le libre accès aux publications scientifiques. Autre élément important, 2018, le premier plan national pour la science ouverte, mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et nous avons la chance d'avoir son père,
Marin Dacos, qui est présent et qui œuvre toujours au ministère. Mais c'était très important parce que c'est un plan gouvernemental qui d'ailleurs, dans ses premiers éléments, exprime l'importance et le fait que la connaissance est un bien commun. Donc ça, c'est, sur le plan politique, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, sur le plan opérationnel, c'est un pilotage, depuis 2018, qui associe l'ensemble des parties prenantes concernées par la mise en œuvre opérationnelle de la science ouverte. Cette politique, elle s'est traduite pour l'ANR par plusieurs niveaux d'action et différentes étapes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a véritablement, plus qu'engagé, à réaliser un changement de culture, en tout cas en France et en Europe largement, au niveau des chercheurs et des chercheuses. Donc ces différents niveaux d'action, c'est le premier, l'accès ouvert immédiat à toutes les publications. Et c'est dans ce cadre que nous avons été parmi les membres fondateurs de Coalition S, car pour faire bouger les choses, il faut le faire au niveau international. J'ai dit changement de culture, donc un changement de culture, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. Il faut expliquer. En France, on est dans un pays où, si on essaye d'imposer les choses, généralement, ça ne marche pas. Et donc, il faut faire adhérer, et donc le faire progressivement. 2019, c'était la demande de dépôt dans une archive ouverte de toutes les publications de projets financés par l'ANR. 2021, une étape suivante, avec l'accès immédiat. Et là, la demande faite à toutes chercheuses et chercheuses publiant à partir de financement de projets financés par l'ANR, de prendre une licence CC BY. Deuxième niveau d'action, les données. On parle beaucoup des publications, mais évidemment, il y a les données. Première étape, ça a été d'introduire en 2019 la mise en place systématique d'un plan de gestion des données pour tous les projets. C'est essentiel, si on veut penser ouverture, que, évidemment, le plan de gestion des données soit bien approprié, soit mis en place, soit généralisé, soit appliqué à tous les projets en termes sur l'organisation, la structuration, l'ensemble de la gestion des données. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant complètement mis en place. Troisième volet, l'évaluation, évidemment. On a été signataire de Dora en 2018, Coara en 2022. Ça a été dit à plusieurs reprises. C'est extrêmement lié. Il faut faire évoluer l'évaluation de la recherche si on veut véritablement que la science ouverte se développe. Et avec plusieurs éléments qui sont, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple l'interdiction absolue dans les comités d'évaluation ou dans les projets présentés, d'évoquer ou de s'appuyer, le facteur d'impact est totalement banni, de même que le H-index. Pour éviter la course aux publications, pas plus de 5 publications en relation avec le projet, on ne demande pas du tout les listes, le développement des CV narratifs, et puis enfin, la prise en compte de tous les produits de la recherche, pas uniquement les publications, les logiciels, les codes sources, les actions de diffusion de la culture scientifique. Quatrième volet, l'international. Je l'ai dit, si on veut faire bouger les choses, il faut y aller ensemble et être coordonnés. Tous les comités d'évaluation sont internationaux, et donc si on a des modalités qui sont différentes, ça n'avance pas. Et puis enfin, je voudrais évoquer 2 éléments qui sont essentiels, complémentaires, de toutes les actions en faveur de la science ouverte et de l'évaluation, de la réforme de l'évaluation. On a un plan d'action égalité femmes-hommes qui porte à la fois évidemment sur la place des femmes dans la recherche, sur la prise en compte dans les carrières d'interruption, sur la prise en compte aussi du genre dans les projets de recherche. Ça, c'est un élément important aussi qui doit être totalement pris en compte dans la réforme de l'évaluation. Et puis enfin, un programme qui a été mis en place en 2021
qui est un programme science avec et pour la société, avec un premier volet qui est d'apporter des financements aux projets, aux établissements qui souhaitent avoir des actions de diffusion de la culture scientifique à partir de projets que l'on a financés, là, quel que soit le domaine. Deuxième volet, de soutenir des recherches sur les questions de médiation scientifique, de confiance. Ça, c'est un deuxième volet. Et puis le troisième volet, enfin, soutenir, développer fortement les recherches participatives. Dernier volet, 2022, le lancement du plan d'action Diamant, mais j'y reviendrai et j'expliquerai nos motivations. Donc, accès immédiat et gratuit. Vous voyez l'évolution. 2018, ça, ce sont les publications résultant de projets que l'ANR finance. En 2018, c'était 60% des publications qui étaient mises en accès ouvert, immédiat gratuit. Aujourd'hui, c'est 87%. On vise bien entendu les 100% et on devrait y parvenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution en fonction des disciplines scientifiques. Je ne vais pas toutes les détailler, mais vous voyez qu'en bas, ce sont les sciences humaines et sociales. Donc ça, à nouveau, ce sont les publications résultant de projets que l'on finance. Vous voyez qu'on était à moins de 30% dans les sciences humaines et sociales, enfin dans les sciences humaines. Sciences sociales, c'était un peu au-dessus, mais dans les sciences humaines, à moins de 30% en 2018. Aujourd'hui, c'est à peu près à 75%, donc une évolution très nette. On a d'autres domaines qui étaient déjà, tout en haut, ce sont les mathématiques, hein, qui étaient déjà à 78% en 2018, qui sont aujourd'hui à 94%, mais cette diversité, cette disparité entre disciplines, c'est évidemment un fait à prendre en compte, et donc il y a des nécessités de sensibilisation, d'explication, d'accompagnement, d'actions qui vont être différentes selon les champs disciplinaires. Ça, c'est une autre figure. HAL est l'archive ouverte nationale française. Et on a mis en place un sous-ensemble qui est HAL-ANR, qui constitue l'archive ouverte des publications résultant des projets qui ont été financés par l'ANR. Vous voyez la courbe en bleu, ce sont la totalité, en rouge, ce sont les articles, en bleu, la totalité des documents qui sont déposés en HAL chaque année, et vous voyez l'évolution, un vrai changement. Et donc ça aussi, c'est un changement de culture. Mais pour vous illustrer la situation en France, quand on a rendu obligatoire le dépôt dans l'archive ouverte HAL, un chercheur, très bon chercheur par ailleurs, m'a dit « Ah, moi, je le mettais toujours dans HAL, mais maintenant que vous le rendez obligatoire, je ne le ferai plus. » Donc, la difficulté à expliquer, accompagner, faire adhérer, si on veut que les choses évoluent. Mais vous voyez que l'adhésion est là, puisque le changement est tout à fait notable. Importance aussi d'une politique concertée, convergente, coordonnée. Là, je l'ai dit, c'est le travail qui est fait dans le cadre du plan national Sciences ouvertes, qui associe toutes les parties, et tout ce travail d'engagement des institutions. Ça, je crois que c'est un élément qui est majeur. Parce que pendant longtemps, les chercheurs n'étaient pas écoutés par les institutions pour la science ouverte. Il y a eu ces dernières années une évolution et une transition qui est positive. Et évidemment, tout ce travail préalable dans le cadre du plan national Sciences ouvertes a fait que lorsque le plan d'action pour la publication Diamant a été lancé, un très grand nombre d'institutions en France s'y sont engagées. Et je le répète, si on veut faire évoluer les choses, il faut aller tous dans la même direction. Le CNRS a joué un grand rôle. Le CNRS, vous le savez, c'est la première organisation de recherche. Et c'est fortement mobilisé également. Une agence de financement seule ne peut pas agir de manière rapide. Donc, vous pouvez trouver évidemment plus d'informations sur notre site web. Je vais passer au plan d'action Diamant.
Notre engagement dans le plan d'action Diamant, il résulte du fait que, vous l'avez compris, cette politique de sciences ouvertes, elle a conduit à une augmentation très significative des articles issus de projets que l'on finance en accès immédiat. On est dans une position, je l'ai dit aussi, pas forcément d'obligation, de sensibilisation. Et aujourd'hui, bien entendu, on privilégie très fortement la voie verte et surtout la voie diamant. Et on pense très honnêtement, très sincèrement, que les choses bougeront avec le développement de la voie diamant. C'est la priorité pour l'avenir. Mais je vais le reconnaître aussi, aujourd'hui, les APC sont éligibles. Ça évoluera sûrement dans l'avenir, mais je pense que c'est important de partager aussi nos états d'avancement respectifs. En tout cas, l'engagement dans le diamant est la première des priorités. Le plan là aussi, évidemment, le fait qu'il engage une politique concertée, je reviens sur l'importance d'un changement de culture qui nécessite aussi d'intégrer ces évolutions dans les cursus d'enseignement. Et j'ai vu hier ce que je trouve extrêmement bien à Redali, que l'accueil évidemment d'étudiants, mais aussi, d'après ce que j'ai compris, de plus jeunes, pour vraiment leur faire comprendre, leur faire partager les enjeux de la science ouverte. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Le plan d'action, je le rappelle, c'est un certain nombre d'objectifs prioritaires, d'améliorer l'efficacité ou de partager les normes de qualité, de renforcer les infrastructures, de prendre en compte la durabilité, la soutenabilité du dispositif, de construire des ressources communes, mais aussi en prenant en compte les diversités culturelles, les diversités linguistiques, les diversités disciplinaires. Un grand nombre se sont déjà associés à la démarche, mais à nouveau, plus on sera nombreux et divers à s'associer, plus fort on sera. Il y a déjà une très grande diversité d'acteurs, puisque plus de 160 institutions, il y a des individus aussi, il y en a au total, ont été signataires plus de 300, mais 160 institutions se sont engagées pour le plan d'action Diamant, avec une grande diversité d'acteurs, couvrant, il y en a certes beaucoup d'Europe, mais Asie, Afrique. Il y a 8 acteurs importants d'Amérique latine qui sont présents. Et puis, vous le voyez, un nombre important d'universités, d'organismes de recherche, d'agences de financement, d'organisations européennes, internationales, d'infrastructures, de plateformes, de revues, de bibliothèques, d'éditeurs. La première conférence était tenue un petit peu plus d'un an à Zadar. Elle reflétait déjà le fait que nous sommes une communauté. Zadar engageait la phase opérationnelle, c'était moins de 6 mois après le lancement du plan d'action, et je suis convaincu que cette semaine va marquer une nouvelle étape très, très importante. Les éléments, les principaux impacts de la conférence de Zadar, c'est sur les 4 grands volets du plan. En termes de normes de qualité, le projet Diamas, qui développe une norme de qualité pour les publications institutionnelles. Le volet efficacité, il y a bien entendu le Capacity Center. Alors, en français, j'ai un centre de capacité, bref, le Capacity Center, qui fournira différents niveaux de conseils, de prestations de services et qui va être absolument essentiel et déterminant. C'est le renforcement des capacités aussi à partir des ressources existantes fournies par les différents partenaires, que ce soit les outils, les orientations, les lignes directrices, les formations. Je le redis, la formation est essentielle. Et puis en termes
Soutenabilité de durabilité, bien entendu, là aussi, le centre de compétences, le Capacity Center, sera une plaque tournante mobilisant à la fois différentes sources de financement et en faisant bénéficier de manière coordonnée les différentes communautés. Cette coordination, elle est absolument essentielle pour atteindre vraiment de manière durable et soutenable ces 4 objectifs. Le sommet de cette semaine, je le redis, il marque une nouvelle étape. J'ai entendu de la part d'un intervenant hier qu'il y avait des accords. Très profondément, je ne pense pas qu'il y ait des accords. Sur le fond, nous partageons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes engagements, nous avons les mêmes objectifs. En revanche, et c'est normal, il y a des différences de contexte, des différences selon chaque pays. En Europe, il y a des différences législatives, de contexte, d'histoire qui sont importantes, et c'est logique que ça se retrouve au niveau de l'ensemble des pays dans le monde, mais je pense qu'on a l'opportunité, en établissant un dialogue renforcé, pérenne, de pouvoir nous enrichir de notre diversité plutôt que laisser nos différences nous diviser. Et je terminerai juste par le Capacity Hub et signaler que notre engagement dans le diamant, il reflète aussi un changement de paradigme assez profond pour une agence de financement, et c'est vrai pour d'autres institutions, où pendant longtemps, la logique a été d'apporter des financements pour aider à la production de connaissances, pour permettre la production de connaissances, sans se soucier le moins du monde de la façon dont ces connaissances seraient diffusées. Aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est quand notre responsabilité en tant qu'agence de financement, c'est non seulement de soutenir la production de connaissances, et je le redis, bien commun, mais aussi de veiller à leur diffusion et à leur diffusion d'une manière totalement ouverte. Et donc ça veut dire aussi qu'on doit s'impliquer pour la construction. Et donc on a apporté un financement en 2022 dans le cadre du Fonds national sciences ouvertes pour soutenir spécifiquement des recherches dans le cadre de la science ouverte, mais des recherches portant sur des recherches opérationnelles portant sur la voie diamant. Et dès 2024, on apportera un premier financement d'au moins 250 000 € pour le développement du Capacity Hub. Je vous remercie, mais à nouveau, je pense qu'on vit un moment important et cette semaine, j'en suis convaincu, marque la création, l'expression d'une volonté commune et la création d'un espace de dialogue commun, mais espace de dialogue pas simplement pour parler, mais pour agir. Merci beaucoup. Le agradecemos al doctor por su excelente participación, pero exactamente le vamos a entregar un obsequio por parte de Redalic. Si puede venir por él tantito. Aplauso, por favor. Durante la siguiente conferencia se reflexionará sobre los valores que compartimos a nivel global y sobre las diversas acciones que debemos tomar a nivel local para mejorar la comunicación académica Diamante. Participan en esta sesión la doctora Ariana Becerril García, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y directora ejecutiva del Sistema de Información Científica Redalic. Damos también la bienvenida a Lidia Borrell Damián, secretaria general de Ciencia de Europa. Ahora, sin más preámbulos, le cedemos la palabra. Les invitamos nuevamente también a utilizar sus dispositivos de traducción. Sean bienvenidos nuevamente.
Bien, los saludo nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Reitero la bienvenida a todos ustedes. Perdón, llevo hablando mucho tiempo. Voy a tomar. Perdónenme, llevo hablando mucho tiempo. Reitero nuevamente la bienvenida a todos ustedes a la Universidad Autónoma del Estado de México. Como lo decía el primer día, la Casa de Redalic, les agradezco mucho que sean parte de esta cumbre y con ese mismo afecto también les agradezco y les doy la bienvenida al segundo Congreso de Acceso Abierto Diamante, que hemos tenido también la oportunidad y agradecemos que esta discusión que se empezó en Zadar, en donde también estuve en este primer evento en Croacia, pues ahora haya elegido llegar a América Latina y llevar esas discusiones que iniciaron en un lugar muy lejano, ahora desde México. Eso lo agradecemos, lo reconocemos y sean bienvenidos. Para mí es una oportunidad muy importante de encontrar caminos para avanzar hacia un objetivo común. El objetivo común y lo que nos reúne es lograr una publicación sin costos, quiero ser más precisa, sin cuotas por leer ni cuotas por publicar. Ese es el objetivo común y desde mi perspectiva la colaboración nace a partir de conocerse y creo que este es justo lo que todos los que estamos aquí estamos haciendo. Estamos con la intención y la voluntad de conocernos, de entendernos, de aprender nuestros contextos, de aprender de la historia de cada una de nuestras comunidades y a mí me parece que la primer condición para colaborar es conocerse, después entenderse desde dónde estamos hablando, después respetar la diversidad de los diferentes modelos, capacidades, avances y retos que tenemos en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades epistémicas, incluso dentro de las propias regiones, y el reconocimiento de las contribuciones y las diferentes amenazas que tenemos en nuestras distintas regiones. Esta cumbre me parece que es el escenario ideal para encontrar estos puntos de convergencia y encontrar cuáles son los caminos a seguir. Y así como nos recordaba Pablo sobre el conocimiento situado, entender que muchas veces el abordar el acceso abierto tiene que ver también con situar diversos contextos y situar las diversas posturas y futuras colaboraciones con base en una circunstancia situada. Nos reúne un fin común y quisiera reiterar el mensaje del día lunes. Ese fin común es el acceso abierto diamante y el acceso abierto diamante, no olvidemos que es un medio para lograr un fin, como nos lo menciona de hecho las recomendaciones de UNESCO para la ciencia abierta y la Declaración de Budapest en sus 20 años. Coincido totalmente en que ese fin es lograr una mayor equidad en la conversación global de la ciencia, citando a Jean-Claude, que también. Para mí la equidad significa favorecer al modelo no dominante. Si se favorece al modelo no dominante, si se favorece al modelo dominante, científica orgánica, sostenida por un conjunto de actores, desde estudiantes, investigadores, universidades, editoras y editores, profesionales que están sosteniendo de manera colectiva una industria, no en el sentido comercial, una industria y un sector editorial y de comunicación científica, y de eso nos sentimos muy orgullosos. Hay recursos públicos importantes, es una historia donde la apertura se dio de manera natural, sin que se llamara siquiera acceso abierto, y eso lo sabemos. Es un sistema fuerte, es un sistema referente a nivel mundial, pero es un sistema muy frágil. Es tan fuerte y tan frágil como el cristal. Es un sistema que está en continua degradación, que está siendo minado
por diversas y voraces acciones desde el sector comercial. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta, hay que reafirmar, nuestra región necesita claridad. Escribió algo muy claro, las revistas están guardadas en un cajón, ¿no? Y ahí empezó sentido, creo, y deshacernos de algunos mitos. En ciertas bases de datos periférica, ¿qué hacemos si que circula en otros? Entonces, empecemos a prestigio, por ejemplo. Justo y hemos hecho todo lo posible para que sea un éxito y estamos con toda la disposición de encontrar caminos y de avanzar a lograr la ciencia como bien público. Of Science Europe, and I will switch to Spanish now because I'm originally from Spain. So I will take advantage of one of the few opportunities I have to speak on my own native language in international conferences. Buenos días. El importante, incluso iniciador de esta cumbre. De género también. Y esa ha sido una línea directriz al planificar esta cumbre. Nos conocemos intenciones y todos apoyando esta vía de acceso abierto, precisamente como ha dicho Ariana, de equidad, una vía de equidad, es importantísimo. Continuamos con la conferencia Redalic, la cuarta, la segunda que hemos terminado esta mañana, y ahora estamos en la segunda conferencia del acceso abierto Diamante. Esto ya lo he dicho, o sea que lo voy a pasar. Esta es la persona. Ahora, aquí estamos. Estamos en la segunda, quiere decir que hubo una primera, quiere decir que hubo algo que provocó la primera. Lo voy a explicar un poquito con detalle, pero primero dejadme decir que estamos aquí para poder poner acciones a las palabras que escribimos hace tiempo. Las palabras que escribimos hace tiempo, que también voy a explicar de dónde vienen, nos llevan ahora
en la medida de lo posible y en la medida de todos nuestros esfuerzos, a desarrollar un roadmap, una línea de acción para poder apoyar y desarrollar el modelo diamante. Necesitamos para eso unas buenas políticas, algunas de las cuales han sido discutidas estos días. Necesitamos que efectivamente el modelo diamante perdure en el tiempo y se convierta en, quizás, y esperemos que en el más normal. Necesitamos sostenibilidad y financiación. En principio global, para poder dar la voz al nivel adecuado del acceso abierto. Cumbre procesos, vengo en representación de Science Europe, que para los que no estén familiarizados, es una organización que nacionales de investigación que se unen para discutir, debatir políticas, alinearlas en cuanto sean necesarias para que la investigación sea reconocida y apoyada en... Aquí tenéis un mapa donde veis que estamos en países de Europa, no de la Unión Europea, sino de la Europa. Nosotros el año pasado importantes porque entrando en la sistemas más equitables de publicación científica y sistemas de evaluación de la ciencia más adaptados a pusimos una reflexión de qué valores son propios y propuestas. Eso lo hicimos, que los tenéis en esta gráfica. La autonomía, proponer los temas de estudio, cuidado, sí, mantenimiento y colegialidad, no sé exactamente cómo traducirlo al castellano, colegialidad y colaboración, dos valores que han sido bastante distorsionados por los sistemas actuales de evaluación de la investigación. No solo de género hombre-mujer, también de todo lo que se engloba. Integridad y ética, por supuesto. Estoy segura que sabéis muchísimo. Institucionales en el entrenamiento de los investigadores y, en segundo lugar, por supuesto, apertura y transparencia. Estos son unos valores fundamentales, bastante fundamentales, universales, que nos conviene tener siempre la evolución de la ciencia y sus sistemas de evaluación. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, seguramente tienen sistemas de investigación saludables. Aquellos que apoyan eso que esto, bueno, prácticas.
proporciona una cultura de la colaboración, no tanto hacia dónde queremos ir. También, que hay haciendo su investigación, la diplomacia. Por supuesto, hay que desarrollar, como ya he dicho antes, también nuevos sistemas que favorezcan o que al menos no impidan la publicación en sistemas abiertos, que no los tenemos completamente hoy en día. Todo esto y más lo pusimos en un comunicado científico, bueno, de ciencia abierta que publicamos, que es el marco conceptual desde el cual. Aparte, un momento histórico crucial por nuestra parte. Por un lado, los stakeholders, todas las. Ya hemos tiempo y hay toda una serie de directrices. Incluso hubo entre los años 2000 que se llamó Open Science Policy Platform para el europeo que fortalecieran la Open Science. Al mismo tiempo, las sucesivas presidencias del Consejo, la holandesa en el 2016, han empezado a apoyar muchísimo la ciencia abierta, promocionando la publicación diamante en el Diamond Action. Y muy recientemente, en el 2023, la Unión Europea aprendieron con una con lo cual estamos en un momento y además un apoyo político. Son los dos principales componentes, pero hay trabajo que desarrollar. La presentación, por supuesto, se os proporcionará y sus políticas acciones en Open Science. Aquí voy a hacer un pequeño. Primero, porque es un modelo equitable. En aras de esa filosofía. Sobre lo que está con nosotros en la sala. Esta fue es proporcionar un plan ser consecuente con nuestras palabras. Hemos tenido el doctor Thierry Damián ejemplificando a la exposición de la yo estoy segura de que lo habéis visto, no voy a entrar en detalle, si no lo habéis visto podéis tomar nota. Por supuesto es open,
que en esta revista quizás este estudio proporcionó publicaciones Continúo en aras de que hemos invitado y ya lo tenemos traducido y estos son los 4 y la sostenibilidad. Y son 4 ejes principales a través de los cuales nosotros personas en esta sala que ya también estuvieron presentes el año pasado y de lo cual estoy muy contenta y muy satisfecha. Tuvimos unas primeras conclusiones que han sido la base para presentar el programa que vosotros tenéis hoy en vuestras pantallas. Estamos convencidos, pues, de que esta comunidad tiene un gran potencial. Estamos convencidos de que esta conferencia aquí en Toluca es un primer paso para poder avanzar más rápidamente, actuando cada uno de vosotros, por supuesto, en vuestros respectivos contextos, respetando la diversidad y además pensando de manera global. Y con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Sí, quizá podemos abrir un pequeño turno de preguntas. Sí, aquí hay una. Muy interesante las 3 exposiciones, pero no sé si me quedó a mí claro o qué pasó, pero en la exposición que hace el señor Thierry, él plantea que actualmente en Francia es obligatorio poner en acceso abierto las investigaciones, pero más tarde él plantea que los APC son elegibles. Entonces yo veo ahí una aparente contradicción que sí me gustaría que nos aclare un poco más. Muchas gracias. Oui, effectivement, aujourd'hui, les APC sont toujours éligibles.
Mais notre intention est évidemment, je l'ai dit, de renforcer très fortement le diamant, qui représente aujourd'hui globalement une part assez minoritaire des publications, en tout cas au niveau de la France, pour nous. Donc d'où la priorité de le renforcer. À notre sens, il n'est pas possible aujourd'hui, j'ai vu les sacs No EPC, je peux vous assurer qu'on ferait ça aujourd'hui, eh bien, on aurait plus qu'un mécontentement, on aurait un refus très net de la part de nos communautés scientifiques. Donc à nouveau, l'objectif est bien celui-là, on le partage avec vous, mais d'y aller en prenant en compte le contexte qui est différent. Mais à nouveau, priorité, voie verte et diamant. En revanche, on ne soutient pas du tout l'hybride. Là, c'est proscrit. La pregunta no era para mí, pero sí puedo intervenir un poco. Justo cuando hablamos de contextos, o cuando yo hablaba de contextos, creo que este es un ejemplo de los contextos. Nosotros en la región latinoamericana no tenemos que deshacernos de una APC. Nosotros tenemos que evitar que se implante la APC, a diferencia de lo que sucede en otras regiones, que tienen que deshacerse de la APC. Creo que entender esos contextos y entender que estamos juntos para el diamante, pero desde dos puntos de partida muy diferentes. Nosotros queremos evitar que se implante, que nuestras revistas muden a la APC, y ustedes están en otra dirección, pero hacia el mismo objetivo. Pero me parece que entender estos contextos es parte justo del objetivo. Exactamente, tenemos el mismo objetivo. Sí, de lo que has dicho, Ariana, yo creo que habría que hacer una precisión. Es probable que los APCs como modelo de pago de lectoría y publicación no estén implantados todavía mayoritariamente. Pero hay otro aspecto político muy importante, y es que tienen capturados a la mayoría de los gobiernos en América Latina, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que imponen sus modelos de evaluación, ¿no? Entonces probablemente el pago no está asentado, pero sí la captura política, que es bien complicada, ¿no? Y quizás hasta más importante, ¿no? Claro, y justo en ese punto, y gracias por profundizar justo en ese punto, cuando yo me refería a evitar que se implante, no solamente es que las revistas adopten un modelo de sostenibilidad basado en el APC, sino es que los sistemas de evaluación reconozcan las revistas que no cobran a los autores también dentro de los sistemas de incentivos, por ejemplo. Es un problema complejo que tiene muchas aristas, pero nosotros de alguna forma nos estamos defendiendo del APC desde un punto distinto. No tenemos esa dependencia en nuestras revistas. Sí, nuestros sistemas de evaluación están mirando hacia allá, por eso yo mencionaba que nuestro sistema es fuerte, pero es muy frágil. Si nuestras políticas no lo reconocen, está destinado a morir. La última, por favor. Okay, I'll be very quick. My one is just a comment to Lydia, is that I see that in your presentation, the main challenges is maybe you think is technical visibility, and I think that's not it. It's just that Diamond and Green are competing with commercial journals which have the money to do their visibility, and they've mainstreamed themselves in the assessment. So they are part of the assessment, they don't have to do anything. If we can support the Green Way, the Diamond Way, to be the mainstream of assessment, we will not have to worry about all this other stuff, because that's not really the challenges. Yes, they may be there, but it's not really a main challenge. And I think big organizations, funders really need to think about building a system that supports it in such a way that we address the main issue, which is recognition and reward using the Green and the Diamond Way. Yes, you are absolutely right. Tiene usted razón, y precisamente esto es uno de los ejes que se quieren tratar en
en esta organización que se ha creado recientemente en Coara para el Advancement of Research Assessment, para poder eliminar las métricas que distorsionan el valor de las publicaciones y los datos científicos. Una última pregunta allí. Gracias. Bueno, estamos aquí hablando que la inversión que hay que hacer todavía en el modelo de APC, porque, y a título de sugerencia, porque no utilizar todos los recursos que todos los países y también las comisiones utilizan para el pago de los APCs, para invertir en la sostenibilidad de las revistas Diamante, porque total estamos hablando del problema de la sostenibilidad de las revistas Diamante. Nos dimos cuenta que dinero sí que hay, pero está mal invertido en términos, si pensamos en términos de ciencia abierta. ¿Qué os parece esta idea de intentar hacer este cambio de inversión del pago de APC al pago de las infraestructuras de las revistas Diamante? Muchas gracias. Oui, je suis d'accord. Alors, on le voit, je l'ai dit, nous, on va investir et j'espère que ça entraînera d'autres dans le Capacity Hub, très clairement, dès 2024, pour qu'il puisse prendre son essor. Et à nouveau, je lance un appel à d'autres institutions de recherche. Le CNRS a décidé de s'y associer, à d'autres agences de financement, pour qu'on puisse véritablement le lancer. Et évidemment, c'est de cette façon-là qu'on pourra financer au lieu de financer des APC. Je suis 100% d'accord. Mais donc, je le dis, on y va. Et donc, je souhaite que l'on soit suivi par d'autres institutions de recherche. Merci. Una pregunta para Jean-Claude y continuaremos. Merci, je vais parler en français aussi pour une fois. Je voulais simplement aller un tout petit peu plus loin en essayant d'imaginer une route pour avancer. Et la route pour avancer me semblerait être une politique du genre, par exemple pour une agence de recherche qui peut payer par moment des APC à des revues. Je ne sais pas si l'ANR le fait, mais il y a d'autres agences de recherche qui le font. C'est d'établir une politique publique de descente de ces fonds pour les APC de tant pour cent par an, de façon à lancer un signal très très fort que l'APC est en train de mourir. Et ça, je crois que ça ferait un très grand bien. Ça aurait un autre effet, c'est que les bibliothèques elles-mêmes qui payent les APC aussi commenceraient également à se dire, après tout, on pourrait peut-être suivre le même chemin. Et là, on a un mouvement qui commence à prendre vraiment une grande force. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, je le prends un peu différemment, c'est-à-dire le suivi des APC est un indicateur essentiel. Je préfère le prendre un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire de montrer que la politique qu'on met en œuvre aboutit à une réduction des APC et va dans le bon sens, plutôt que de fixer un chiffre, mais vraiment qu'il y ait une politique globale, cohérente, qui aboutit à ce résultat. Oui. Sí, ya vaya. ¿Está abierto? Ahí está. Solo agregar a lo que decía Ariana, no tenemos solo que evitar que nuestras revistas latinoamericanas se vuelvan diamantes, se vean tentadas por ese modelo, sino también evitar que los contratos y las suscripciones que tenemos hoy a las editoriales se vuelvan acuerdos transformativos que acepten las suscripciones y las compras de APCs. Tenemos que evitar que los fondos se vayan hacia ese lado. Y creo que ahí necesitamos concientizar fuertemente a los investigadores e investigadoras para que elijan mejor las revistas a las que publican, que elijan revistas diamantes, que hay de buena calidad, y trabajar con ellos para que no vean la necesidad de esos pagos de APCs también. Gracias. Estamos de acuerdo, totalmente.